Santé pour tous. Santé pour tous, Magazine médical, produit et présenté par Denis Echéouch. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine médical Santé pour tous. Au sommaire de notre émission, dans Actu Santé, nous reviendrons sur la journée mondiale de l'arthrite et sur les journées de sensibilisation qui se sont tenues en Tunisie à cette occasion afin d'améliorer la connaissance et la prise en charge des arthrites, première cause de handicap après 40 ans. Dans À la Une, plein feu sur l'arthrite chronique la plus fréquente, à savoir la polyarthrite rhumatoïde, cette maladie chronique invalidante dont le diagnostic est souvent trop tardif. Enfin, dans Fais pas ci, fais pas ça, les médecins ici présents tireront la sonnette d'alarme, dénonçant ces mauvais gestes, ces attitudes qui peuvent entraîner des conséquences graves pour la santé. J'ai donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Kawthar Ben Abdelghni, professeur agrégé en rhumatologie à l'hôpital Monjislim de la Marsa, secrétaire général de la LITAR, le professeur Rim Hajri, past president de la Société tunisienne des rhumatisants, et le professeur Sadr Zarouk, qui est professeur en physiothérapie, président de la Société tunisienne des rhumatisants. Bienvenue à tous et merci d'avoir accepté notre invitation. L'actu santé. Le mois dernier s'est tenue, comme chaque année courant octobre, la journée mondiale de l'arthrite, l'occasion de sensibiliser et d'informer la population quant à cette pathologie invalidante dont le diagnostic est souvent trop tardif. Professeur Rim Hajri, alors une journée mondiale consacrée à l'arthrite, pourquoi ? Alors, une journée mondiale consacrée à l'arthrite, d'abord c'est un groupe de pathologies. Quand on parle d'arthrite, on parle de pathologie articulaire inflammatoire, donc par opposition à ce qu'on voit le plus souvent qui est l'arthrose, qui est l'usure du cartilage. Donc là, on parle d'inflammation articulaire. Ça regroupe un ensemble de pathologies dont le chef de file est la polyarthrite rhumatoïde, mais également au spondylarthrite, au rhumatisme psoriasique qui est très peu connu. Les gens sont toujours surpris qu'on parle de rhumatisme psoriasique. On a l'habitude de dire que c'est une pathologie cutanée, mais en fait, elle a un versant articulaire qui peut être très mutilant et handicapant. Donc, pourquoi consacrer une journée à ces maladies ? En fait, ce sont des maladies inflammatoires chroniques articulaires, donc qui vont évoluer pendant des années, et voire toute une vie. C'est des maladies qui, jusqu'à il y a 20 ans, étaient presque pas connues du tout, très mal connues. Il n'y avait pas beaucoup de traitements et les patients venaient souvent au stade d'handicap assez important. Donc cette journée permet de mieux connaître cette pathologie, de sensibiliser les gens pour un diagnostic précoce, parce que vous allez voir tout au cours de cette émission que plus le diagnostic est fait tôt et plus le pronostic est meilleur. Donc sensibiliser les gens pour consulter aux moindres signes qui font évoquer cette maladie, mais également exposer chaque année tout ce qu'il y a de nouveautés sur le plan connaissance physiopathologique, parce qu'il y a des progrès considérables en connaissance des mécanismes de la pathologie, et il en découle bien sûr les traitements adaptés qui sont de plus en plus efficaces dans ces pathologies-là. Alors à l'occasion justement de cette journée mondiale, des manifestations, des journées d'information ont été organisées donc pas seulement sur Tunis, on va le voir également à l'intérieur du pays. Justement, professeur Kawthar Ben Abdelghni, vous êtes secrétaire général de la LITAR, la Ligue tunisienne anti-rhumatismale. Parlez-nous de ces journées organisées par la LITAR. Alors en fait, la LITAR a célébré cette année la 3e édition Ensemble contre les maladies rhumatismales à l'occasion de la journée mondiale du rhumatisme le samedi 12 octobre dernier. Et nous avons organisé en fait une journée portes ouvertes pour la sensibilisation et l'information du public tunisien, comme l'a dit professeur Haji, au sujet des maladies rhumatismales et en l'occurrence donc des arthrites rhumatismales inflammatoires. La célébration donc s'est faite cette année simultanément dans 4 grandes villes de la Tunisie, Tunis, Sousse, Monastir et Sfax, et nous avons aménagé un espace urbain avec une plateforme conviviale qui a abrité différents stands thématiques animés par tous les rhumatologues volontaires. Nous avons accueilli donc plein de demandes qui ont posé des questions pour connaître justement ce que c'est que ces rhumatismes inflammatoires. Et le dimanche 27 octobre, c'est l'ATR, l'Association tunisienne des rhumatisants, qui a organisé aussi toute une journée de sensibilisation. Professeur Sadr Zarouk, vous êtes le président de la Société tunisienne des rhumatisants. Comment s'est passée cette journée ? Alors cette journée s'est bien déroulée. On a eu pas mal de monde. On a sensibilisé au maximum nos adhérents et nos fidèles parce qu'on fonctionne depuis 16 ans. C'est la 17e année cette année et notre objectif c'est de toucher un maximum de rhumatisants
dans le chronique et dans l'aigu et le dégénératif. L'objectif de cette association est de créer un centre d'intérêt pour l'éducation sanitaire, l'explication des pathologies différentes qu'on aborde au niveau de cette association, et aussi on va fidéliser nos patients à être le plus proche entre eux, patients, et proche du bureau directeur de cette association. Professeur Ali Mahajeri, une association de malades, c'est rare. En général, c'est des associations avec des médecins, des praticiens. Alors là, il y a quelques praticiens, mais c'est essentiellement une association de malades. Comme le dit le nom de cette association, c'est l'Association tunisienne des rhumatisants. Au fait, ce qui est important, il y a la Société savante, dont Dr Abdelghani est secrétaire général. Donc c'est la LITAR, c'est la Société tunisienne de rhumatologie, qui est destinée aux médecins. Et il y a l'association patients. Dans l'association patients, moi je pense que c'est très important pour les pathologies chroniques d'avoir une association qui est pour les patients et gérée par les patients. Les médecins sont là derrière pour aider, pour informer, pour animer les sessions, mais je pense que la gestion doit être faite par les patients. C'est les patients qui doivent arriver à organiser leur journée, à réclamer les thèmes qu'ils ont envie d'entendre et d'écouter. Ils peuvent faire des actions dans différentes régions du pays, ils peuvent s'entraider entre eux. Je pense que c'est extrêmement important d'avoir une association patients. En tant que médecin, on ne peut pas prendre en charge réellement cette association parce que les besoins sont différents. Donc eux peuvent faire des actions que nous, médecins, on n'a pas le temps d'abord, et puis on ne peut pas réellement les réaliser. Ils sont eux-mêmes intéressés par cette pathologie, directement intéressés, donc c'est à eux de prendre en charge cette association. Ça existe dans le monde entier. Quand on assiste à des congrès de rhumatologie sur le plan international, comme il y a un espace pour les laboratoires, pour présenter leurs médicaments, il y a des stands qui sont réservés aux associations patients. Et je peux vous dire, Donia, qui sont extrêmement actifs, ils nous surprennent même par la qualité, ils fournissent des dépliants de sensibilisation, d'information, ils sont très très actifs et notre souhait à nous en Tunisie, c'est de voir un jour notre association patient réaliser ce genre de performance et je pense qu'on va y arriver. Vous êtes en bonne voie, je crois, parce que j'ai entendu parler d'une plateforme aussi. Oui, là on est sur le point de mettre en place une plateforme internet, c'est très à la mode ces jours-ci, et au fait c'est mettre en place un réseau entre patients. Vous savez, j'ai une polyarthrite rhumatoïde, je suis angoissée, je suis un peu isolée chez moi et j'ai envie de me poser des questions que je n'ose pas poser à mon médecin. Mon médecin, quand je le vois, très souvent, quand les patients viennent en consultation, ils sont un peu pas tout à fait prêts à donner toutes les questions. Du moins, ils oublient. Il y en a qui sont très ordonnés, qui viennent avec des questions toutes prêtes et écrites. Déjà rédigées. Voilà, exactement. Donc, en fait, les questions qu'ils n'arrivent pas à poser au médecin, ou peut-être que quand ils sont au moment de la consultation, ils sont un peu stressés, ils peuvent oublier. On est sûr de leur avoir donné des explications et au fait, une fois rentrés chez eux, ils oublient tout. Donc la plateforme là, elle est intéressante parce qu'ils peuvent discuter entre eux. Donc il n'y a pas la barrière blouse blanche. Souvent la blouse blanche, vous savez, elle inhibe un peu les malades. Donc il n'y a pas de barrière blouse blanche. Et puis il y a l'expérience des uns et des autres. Et donc c'est très très réconfortant pour les patients et ça leur permet d'échanger, de les rassurer, de s'informer parce que parfois les patients eux-mêmes peuvent exprimer leur pathologie mieux que le médecin. Donc je pense que c'est très important. J'espère qu'on va avoir beaucoup d'adhérents à ce groupe-là. Il y a beaucoup de groupes qu'on consulte déjà sur des plateformes françaises ou autres. Et je pense que cette plateforme, j'espère qu'elle va avoir du succès. D'accord, elle est en place déjà ? Elle est en place, oui, depuis Magnifique. hier. Magnifique, voilà. Un scoop, voilà, dans le cadre d'Actu Santé. À la une. Dans la une, plein feu donc sur l'arthrite chronique la plus fréquente, à savoir la polyarthrite rhumatoïde, cette maladie chronique invalidante dont, nous dit-on, le diagnostic est souvent trop tardif. Alors, plus de détails tout de suite avec nos invités. D'abord, qu'est-ce que la polyarthrite rhumatoïde ? Alors la polyarthrite rhumatoïde, comme nous l'avons dit, c'est une maladie inflammatoire générale, chronique, à expression essentiellement articulaire. Elle va s'exprimer sous la forme d'une polyarthrite chronique. Alors polyarthrite, ça touche 5 articulations ou plus, de façon bilatérale et symétrique, et à tendance extensive et déformante. Il peut s'y associer l'atteinte d'autres organes, c'est les manifestations extra-articulaires. Professeur Kawthar Abdelghani, on nous parle parfois d'oligoarthrite. Qu'est-ce que c'est ? Oligoarthrite, ça veut dire que ça touche moins d'articulations que la polyarthrite, ça est plus que la monoarthrite
monoarthrite. Alors, monoarthrite, c'est une seule articulation. Oligoarthrite, c'est 2, 3 ou 4 articulations. Et polyarthrite, c'est plus que donc 5 articulations ou plus. On nous dit également que c'est une maladie, vous l'avez dit, une maladie inflammatoire chronique. On nous dit que c'est une maladie auto-immune. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle fait partie des maladies auto-immunes, maladies où l'immunité agresse le propre corps de la personne atteinte. Donc le corps va fabriquer des anticorps dirigés contre lui-même. Ici, dans le cas précis de la polyarthrite rhumatoïde, ça va être dirigé contre les articulations. Ils vont être reconnus comme étrangères et ils vont être attaqués. La polyarthrite rhumatoïde est-elle fréquente, professeur Kawthar Abdelghani? Alors, la polyarthrite rhumatoïde, ou qu'on dénomme PR, plus facilement. Donc la PR est le plus fréquent des rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans le monde, sa prévalence varie entre 0,5 à 1% de la population générale. Et en Tunisie, on a quelques chiffres, c'est à peu près de 0,4% de la population. Il y a une prédominance féminine, donc elle va toucher beaucoup plus les femmes, à peu près 3 femmes pour un homme. Et l'âge de début est situé à peu près entre 40 et 60 ans, vers la cinquantaine. Tout à l'heure, vous disiez que c'était une maladie auto-immune, mais y a-t-il des facteurs immunologiques, génétiques, hormonaux ou environnementaux qui vont être nécessaires au déclenchement, professeur Reem Hajeri? Oui, certainement. Donc, au fait, le mécanisme du déclenchement de la polyarthrite rhumatoïde reste un peu mystérieux, mais on a fait des progrès considérables. On sait maintenant qu'il y a une intervention génétique. Donc on sait qu'il y a le système HLA, donc d'histocompatibilité. Il y a le HLA-DR1 qui est très important, qui joue un rôle important dans l'apparition de la maladie. Mais au fait, à lui seul, il ne suffit pas pour expliquer la maladie. Il va être présent dans une grande partie de la population atteinte de polyarthrite rhumatoïde. Il existe également chez des gens qui n'ont pas de polyarthrite, pour dire que son rôle est important, mais pas primordial. À côté du HLA, il y a les facteurs environnementaux. Donc il ne peut pas agir seul. Il y a des facteurs environnementaux qui sont importants. Comme l'a dit Dr Abdelghani, c'est une pathologie qui est plus fréquente chez la femme, donc le sexe féminin. À partir de quel âge, en fait, elle peut apparaître cette maladie? On parle de rhumatisme inflammatoire chronique de l'adulte à partir de 18 ans. 18 ans? Avant 18 Je crois que c'était entre 40 et 60 ans. Non, ça c'est la fréquence. Les tranches d'âge où les fréquences sont les plus importantes. D'accord. Mais on peut avoir une polyarthrite rhumatoïde qui démarre à 20 ans, à 22 ans, à 25 ans. Parfois, c'est des femmes très jeunes qui sont touchées. Et on a également des âges beaucoup plus tardifs, les formes tardives du sujet âgé, après 65 ans. Mais vous savez, ça c'est les extrêmes. Et la zone la plus importante où on risque d'avoir une polyarthrite, c'est entre 40 et 60 ans. Disons 40-50 ans, c'est vraiment le maximum. D'accord. Donc attardons-nous sur les causes et les facteurs de risque. J'aimerais savoir, c'est lié à quoi exactement? Si on revenait à la cause principale, un dysfonctionnement En fait, on va dire qu'il y a un terrain génétique prédisposant et il y a un environnement qui va favoriser le déclenchement de la pathologie. Cet environnement, en dehors de l'âge et du sexe, il y a le tabac qui joue un rôle extrêmement important. On sait maintenant que les gens qui fument sont plus exposés à faire la polyarthrite. En fait, les perturbations immunologiques qui font de cette maladie une maladie auto-immune, le tabac va déclencher la sécrétion d'auto-anticorps. Donc il y a une intervention directe du tabac sur la physiopathologie de la maladie. Il y a également les microbes. On sait actuellement qu'il y a des germes qui sont donc probablement à l'origine de l'initiation de l'emballement immunologique. On parle beaucoup des atteintes gingivales avec un microbe qui a un point d'accès au niveau gingival. C'est important l'hygiène dentaire la dans santé ce cas-là. bucco-dentaire, Et également digestif, donc intestinal. À l'avenir, on va beaucoup entendre parler du microbiote qui joue un rôle très important. Donc dans le déclenchement, le déséquilibre du microbiote va entraîner donc probablement le déclenchement d'infections microbiennes qui vont justement favoriser l'apparition de cette pathologie. Et comment se forment les lésions articulaires de la polyarthrite rhumatoïde? En fait, on a bien dit que la polyarthrite, c'était une maladie essentiellement articulaire. Oui. Mais en fait, le point de départ ne se fait pas dans l'articulation essentiellement, Ah bon? il va se faire dans le système immunitaire. Donc vous avez les cellules immunocompétentes qui nous défendent. Oui. Peuvent parfois s'emballer et se retourner contre le soi. Exactement. Donc imaginez sur un terrain génétique prédisposant, un environnement qui va favoriser la maladie, les cellules immunocompétentes, qui sont essentiellement représentées par le lymphocyte T, vont être activées.
Donc ils ont des récepteurs à cet antigène d'histocompatibilité. Ils vont être activés. Ils vont activer d'autres cellules qui sont les lymphocytes B. Donc il y a une inflammation au niveau du système, une augmentation de l'activité au niveau du système immunitaire. Et à partir de là, il y a sécrétion de substances qui sont des signaux qui vont aller, on va dire, simplement en périphérie et qui vont donner l'inflammation. Donc un point de départ au niveau cellulaire. Et après, la résultante, c'est une inflammation au niveau local articulaire. Au niveau articulaire, on a ce qu'on appelle la synoviale. Tout le monde connaît le cartilage. Oui. Mais au fait, avec le cartilage à l'intérieur de l'articulation, il y a une membrane qui enveloppe les structures articulaires qu'on appelle la synoviale. Et dans les maladies rhumatologiques inflammatoires, dans l'arthrite, ce déséquilibre du système immunitaire, la sécrétion des cytokines pro-inflammatoires vont déclencher une prolifération des cellules inflammatoires au niveau de la synoviale. Et ça va donner ce qu'on appelle le panus synovial. C'est pour ça que les articulations vont enfler. Donc il y a un phénomène inflammatoire local qui est sous la dépendance du déséquilibre et de l'hyperréactivité du système immunitaire. C'est-à-dire que normalement, il y a ce liquide qui va lubrifier l'articulation et nourrir le cartilage, et l'inflammation de la membrane synoviale va entraîner quoi? L'épaississement, donc ça va coincer. En fait, la membrane synoviale, j'essaie de schématiser là. elle va augmenter de volume parce que les cellules vont se multiplier, elles sont inflammatoires, elles sont très actives, elles vont se multiplier, elles vont donner un épaississement de la membrane synoviale et sécrétion donc de substances inflammatoires, le liquide inflammatoire, donc ça va donner du liquide, mais en même temps, ça va éroder les structures cartilagineuses et osseuses sous-jacentes. Et ça va aboutir à la destruction. Donc c'est un mécanisme qui est très complexe. Les tendons, les ligaments, ils sont touchés aussi? Oui, parce qu'en fait, la membrane, elle enveloppe toute l'articulation, donc elle enveloppe les tendons, elle enveloppe le cartilage, et quand elle va grossir et être inflammatoire, elle va, en d'autres termes, bouffer le cartilage, donner une inflammation des gaines tendineuses, qui peuvent même donner des ruptures tendineuses. Quels vont être les symptômes, les premiers signes qui vont permettre d'évoquer la maladie, professeur Kawthar Abdelghni? Alors les premiers signes, en fait, on distingue schématiquement deux phases de la maladie. Il y a la phase de début, au tout début de la maladie, et puis il y a la phase d'état au cours de l'évolution. Alors au tout début, les articulations qui sont atteintes, c'est essentiellement les articulations des mains, les poignets, les petites articulations des doigts, et sans atteindre les extrémités, c'est-à-dire les bouts des doigts. En général, l'atteinte elle est bilatérale et symétrique, c'est-à-dire si un poignet est touché d'un côté, le poignet contralatéral va également être touché. C'est des douleurs typiquement inflammatoires, c'est des douleurs qui surviennent la deuxième moitié de la nuit, donc ça réveille la patiente ou le patient la deuxième moitié de la nuit, qui vont persister ensuite toute la nuit jusqu'au réveil. Aïe, j'ai mal, ce que je sens là, c'est pas normal. La patiente, quand elle va se réveiller, elle va avoir des mains douloureuses, gonflées et surtout raides. C'est ce qu'elle va rapporter. Donc la raideur, elle aura du mal à faire sa toilette le matin, à préparer son petit déjeuner ou à s'occuper de ses enfants. Même chose pour les membres inférieurs, je crois savoir, on a du mal à se lever, on a les membres qui sont engourdis et puis après un certain temps, ça rentre dans l'ordre. Les personnes disent souvent en plaisantant, c'est rapporté ainsi, je suis comme un moteur diesel, il me faut du temps pour me mettre en route. En rodage, oui, exactement. Ouais. Et cette raideur matinale, alors ça dépend, ça touche quelle articulation, mais typiquement ça commence au niveau des mains, après ça peut toucher les pieds ou les genoux ou les autres articulations au cours de la phase d'état, et ça va évoluer, alors on dit par poussée, qui peut durer quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, et puis spontanément la poussée va s'améliorer, donc il y aura une période d'accalmie et ainsi de suite avant de revenir de nouveau. Donc c'est le génie évolutif de l'APR, des poussées entrecoupées de périodes d'accalmie, et au cours de l'évolution, s'il n'y a pas eu de traitement, il va y avoir une extension aux autres articulations et ils vont apparaître, donc en l'absence de traitement, les déformations typiques de la polyarthrite rhumatoïde. Vous nous avez donné un ensemble de symptômes. Est-ce qu'il faut réellement qu'il y ait tous ces symptômes pour nous mettre sur la piste, ou bien tout simplement si on se rend compte que voilà, les doigts de la main raidissent, qu'on n'arrive plus à mettre nos bagues, que le matin on a du mal à se mouvoir, ce sont déjà des prémices qui doivent nous alerter, ou faut-il attendre ces réveils nocturnes, etc. Alors il ne faut surtout pas attendre. De toutes les façons, les réveils nocturnes, c'est depuis le début de la maladie, donc c'est caractéristique de la maladie, cette raideur, ces douleurs
douleurs inflammatoires nocturnes et il faut rapidement consulter. Il ne faut pas laisser traîner pour éviter justement donc un diagnostic tardif et éviter les déformations et les conséquences de ce diagnostic tardif. Donc dès qu'on a des douleurs ou des articulations gonflées qui nous réveillent la nuit, dès qu'on a du mal à bouger le matin, il faut consulter rapidement. Quel est l'enjeu d'un diagnostic précoce ? Est-ce à dire que les traitements sont plus efficaces au début de la maladie Exactement, oui. Exactement. Alors les traitements sont plus efficaces au début de la maladie, dès le diagnostic de la maladie. On parle de fenêtre d'opportunité. C'est la période au cours de laquelle il faudrait faire rapidement le diagnostic et instaurer précocement le traitement. Alors dépasser cette période ou cette fenêtre d'opportunité, la mise en route du traitement tardif, on ne pourra pas contrôler rapidement, disons, l'évolution de la maladie et la progression de la maladie. Des atteintes articulaires notamment. Exactement. Très bien. Alors comment établir ce diagnostic, professeur Limhajeri ? En fait, le diagnostic, il est tout d'abord clinique. Donc, les symptômes qu'a rapporté le docteur Abdelni, donc devant l'atteinte articulaire bilatérale symétrique, l'atteinte polyarticulaire. Mais je noterai aussi qu'on doit, si on a des douleurs oligo- ou monoarticulaires, mais inflammatoires, on peut avoir un début tout à fait atypique au début, donc ça n'exclut pas le diagnostic. Même si c'est une seule main. Même si c'est une seule articulation, parfois on arrive à faire un diagnostic à un stade très, très précoce et avec des tableaux cliniques atypiques. Ça peut toucher les épaules, les genoux de façon initiale. Après, en fait, on va à côté de la clinique, donc très souvent, c'est l'expérience du médecin. Quand on a vu des polyarthrites rhumatoïdes, quand le patient commence à rapporter ses symptômes, déjà le médecin est parti sur le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde. Donc après, on a besoin d'outils biologiques et radiologiques pour confirmer le diagnostic. Sur le plan biologique, c'est essentiellement le syndrome inflammatoire biologique. Donc vous allez faire demander un bilan biologique, votre médecin va vous faire un bilan et on va trouver une inflammation. Il faut savoir que cette inflammation, elle n'est pas toujours constante. Donc elle peut être pas très marquée, on peut la négliger. On peut regarder, on se dit, on a une vitesse de sédimentation qui est modérément élevée, ça peut être n'importe quoi, et un on petit peut rhume, ne pas voilà. exactement rattacher ça à la pathologie articulaire, il faut faire très attention. Deuxièmement, il y a des examens biologiques spécifiques. On a vu que c'est une maladie auto-immune, Oui. donc il y a des marqueurs immunologiques, donc il y a des auto-anticorps à demander, notamment les anticorps anti-CCP, et également le facteur rhumatoïde. Ce sont deux tests qui sont très importants pour le diagnostic, et il y en a un qui n'est pas très spécifique. Les anticorps anti-CCP sont assez spécifiques de la polyarthrite et si on a les deux en même temps, on est à coup sûr certain qu'on a affaire à une polyarthrite rhumatoïde. Malheureusement, il faut savoir que ces tests ne sont pas toujours présents et surtout au début, on a dit qu'il fallait faire un diagnostic précoce, mais en fait, ils vont se positiver dans les 6 mois, 2 ans qui suivent l'installation des premiers symptômes. Donc si on veut être dans la course du diagnostic précoce, on peut ne pas avoir d'éléments biologiques de certitude et des bilans immunologiques de certitude. Qu'est-ce qui nous reste alors ? La radiologie Il nous peut-être ? reste la radiologie. La radiologie, au fait, là aussi, vous avez vu que dans le mécanisme, c'est cette synoviale qui va petit à petit bouffer l'os. C'est tardif, ça ne va pas apparaître très très tôt. Là aussi, on dit que les lésions radiologiques vont apparaître dans les 2 ans après l'installation des symptômes. Alors comment on fait ? Alors maintenant, on a des outils très intéressants et je crois qu'ici, on revient à la LITAR, la Société tunisienne de rhumatologie, qui a mis en place un diplôme, en fait, c'est l'échographie. L'échographie ostéo-articulaire est très importante dans le diagnostic précoce parce je peux avoir mal à l'articulation sans avoir de tuméfaction. Donc l'articulation n'est pas gonflée. Je vais faire une échographie, je vais trouver cette synoviale hypertrophiée, je vais la voir à l'échographie. Je peux même à l'échographie, le rhumatologue qui va faire le test peut même détecter des petites érosions. Donc les petits trous dans l'os peuvent être détectés par l'écho. Donc l'écho maintenant est un outil extrêmement important. D'accord. Et on a la chance... Oui. Je reviens, pardon, j'avais pas compris la liaison avec Voilà, la Ligue tunisienne antirhumatismale. Elle a instauré un certificat supplémentaire. Fac de médecine. En fait, la fac de médecine a Oui. instauré un diplôme d'échographie ostéo-articulaire qui est ouvert aux rhumatologues, mais également la Ligue tunisienne la Ligue antirhumatismale tunisienne a encouragé ce diplôme et surtout a permis aux différents services de rhumato de disposer d'appareils d'échographie. Donc maintenant, dans tous les services, il y a un appareil d'écho et l'écho est un outil pratique parce qu'il est à portée de main, donc très vite on peut voir ces synoviales, ces érosions osseuses, on peut évaluer l'activité de la maladie et c'est un outil extrêmement intéressant. Alors là, pour on le a diagnostic précoce, c'est l'écho et il y a également l'IRM qui est également un outil assez intéressant mais qui est plus coûteux, moins disponible. Tout à donc fait. l'échographie actuellement apporte le plus. Le diagnostic est là, il est posé. Comment va évoluer cette polyarthrite rhumatoïde ? Alors la polyarthrite rhumatoïde, nous l'avons précisé, elle va évoluer par poussée, Tout à fait. entrecoupée de rémission ou de période d'accalmie. L'évolution est imprévisible.
Donc elle se fait au cas par cas. Elle n'est pas la C'est-à-dire même. qu'on ne peut pas prévoir l'évolution de la polyarthrite rhumatoïde dès le début de la maladie? Non, ça, ce n'est pas possible. C'est au cas par cas. Il y a des formes sévères, il y a des formes moins sévères, il y a des facteurs de mauvais pronostic chez certains patients, d'autres n'en ont pas. Ça dépend de l'âge du début, ça dépend de la positivité du bilan immunologique, ça dépend de ces petits trous qu'on va retrouver sur les radiographies. Donc tout ça, ça représente des facteurs de mauvais pronostic témoignant donc d'une maladie assez sévère. Donc c'est imprévisible l'évolution de la PR. En l'absence de traitement, bien sûr, si le traitement n'est pas instauré rapidement, il va y avoir les complications. Donc, Et quelles sont-elles? Alors, les complications, d'abord les complications articulaires. Il va y avoir les déformations. Alors, on en voit de moins en moins aujourd'hui grâce à un diagnostic précoce et un traitement efficace. Donc, les complications articulaires qui vont être assez handicapantes pour les patients. Ça va altérer leur qualité de vie. Donc, un retentissement fonctionnel important. Et je parle précisément, par exemple, de l'atteinte de la hanche qui va marquer un tournant évolutif dans l'évolution de la maladie. Donc après, les articulations des mains, les doigts, vous avez parlé des poignets, au niveau du pied, Alors, toutes les articulations les peuvent être épaules, touchées. hanches, quoi d'autre? La colonne vertébrale peut être touchée? Non. Ah. Quoique les cervicales, donc le rachis cervical peut être touché. Donc au niveau du cou un peu? Voilà, au niveau du cou. Au niveau du D'accord. cou, mais ça épargne le reste du rachis. Alors on dit souvent qu'il y a des déformations, c'est-à-dire que par exemple les doigts des mains comme les doigts des pieds vont dévier sur le côté ou se replier sur eux-mêmes, c'est ça? On a Oui, l'impression tout à que fait. voilà, ils ont les doigts de pied en éventail mais qui partent sur le côté par exemple. C'est ce qu'on certaines appelle le personnes. coup de vent cubital, c'est-à-dire que l'axe des doigts va être déjecté vers l'extérieur, et donc les doigts vont partir vers l'extérieur, c'est ce qu'on appelle un coup de vent. Mais on peut avoir des déformations en boutonnière, c'est-à-dire qu'on va avoir des flexions au niveau des doigts, Oui. et puis après on peut avoir des déformations beaucoup plus complexes, et ça va beaucoup entraver la Les mobilité gestes- des oui, doigts. les gestes On de peut la vie avoir la même quotidienne. chose au niveau des pieds, et ça pose de gros problèmes de chaussage, et à la fin ça pose même des problèmes pour la marche. Ah oui, j'imagine. Et des répercussions donc, dans la vie quotidienne, aussi bien pour travailler que pour les gestes les plus simples Oui, de la surtout vie quotidienne. que ça peut toucher des femmes assez jeunes, et donc ça peut être assez handicapant. D'autres complications? Alors, à part les complications au niveau articulaire, il y a le risque cardiovasculaire de la polyarthrite rhumatoïde qu'il faut connaître au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est un facteur de risque cardiovasculaire indépendant. Il est 2 fois, par exemple, plus important que le diabète. C'est à cause de l'inflammation. Donc, c'est pour ça qu'il faut traiter, j'insiste encore une fois, traiter précocement la polyarthrite rhumatoïde pour enlever cette inflammation qui est à risque cardiovasculaire. Donc on a des lésions d'autres organes, hein. Ça peut être, donc vous le disiez, le cœur, les reins, les poumons aussi. Alors les poumons, dès qu'on a une gêne respiratoire, lorsqu'on a une PR, il faut rapidement consulter aussi. Et nous, en tant que médecin, on va explorer, donc demander des examens complémentaires pour étiqueter cette gêne respiratoire. Ça peut donner sécheresse aux yeux, sécheresse au niveau de la bouche. Ça peut donner aussi au niveau de la peau des petits nodules. On regarde des phases d'extension des membres, genoux, coudes. Oui, puisque vous parlez des nodules. Parfois, on nous parle de ces petites boules qui sont fermes, qui sont dures, donc qui sont indolores et qui se situent comme ça au niveau du coude ou... Exactement, c'est ce qu'on appelle les nodules rhumatoïdes. Ça constitue également un facteur de sévérité de la polyarthrite rhumatoïde, donc ça peut apparaître. C'est les manifestations extra-articulaires de l'APR. Et il ne faut pas oublier la fatigue. Souvent, les gens sont très fatigués. Ils se réveillent le matin, en dehors de la raideur matinale liée à la douleur articulaire. Ils ont une fatigue générale. Et même parfois, on arrive à contrôler la maladie. Et la fatigue, elle reste très gênante pour les patients. Donc on a bien compris qu'un traitement commencé le plus tôt possible et bien suivi va permettre de ralentir et de contrôler l'évolution. C'est ça en fait l'objectif du traitement. Tout à fait. En fait, quand on a devant nous un patient chez qui on a porté le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde, on est presque dans l'urgence de commencer un traitement pour éviter que ces inflammations au niveau articulaire ne se généralisent. ne se généralisent et ne donnent des destructions articulaires. En fait, il n'y a pas qu'une seule polyarthrite. Chaque patient est un cas différent. Donc chaque patient a une forme plus ou moins différente. Donc il faut établir des critères de pronostic d'emblée. Il faut voir est-ce que ce patient va avoir une polyarthrite à activité plus ou moins modérée ou une polyarthrite à activité sévère et donc un risque beaucoup plus rapide de destruction et de déformation. Et à partir de là, on a des critères qu'on va établir. On a un test, ce qu'on appelle le DAS, un test composite qu'on évalue pour essayer d'apprécier l'activité de la maladie. Et à partir de là, on va mettre en place un traitement. En fait, le traitement, il va avoir, en gros, on va dire 4 volets. Il y a le traitement de la douleur, puisque le patient consulte pour une douleur. Oui. Donc, on va donner des traitements symptomatiques. Donc, on va lutter contre la douleur. Je vais prendre ta douleur. Et
généralement, on a recours aux anti-inflammatoires. Il y a et antalgiques. Après, il y a la corticothérapie. Très souvent, au début, quand la polyarthrite est assez floride, avec tuméfaction articulaire, on va instaurer une corticothérapie sur une plus ou moins courte durée. Et il y a les traitements de fond qui sont les traitements les plus importants, dont l'objectif est d'induire une rémission. Donc, on doit vaincre les symptômes et stopper l'activité de la maladie, tout en sachant qu'on ne parle jamais de guérison totale. Notre objectif dans la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde, c'est d'induire une rémission, qu'elle soit clinique, biologique et, on l'espère, radiologique, donc de progression radiologique. Qu'est-ce qu'on appelle la biothérapie? La biothérapie, au fait, on a d'abord les traitements de fond, ce qu'on appelle les traitements de fond classiques. Le traitement de fond, c'est le traitement le plus important, c'est le méthotrexate. Tous les malades qui ont une polyarthrite rhumatoïde le connaissent très très bien. Et donc c'est le traitement. Molécule. C'est une molécule chimique. Là, c'est un traitement qui a été utilisé dans la polyarthrite de façon accidentelle. C'est un traitement qu'on utilise dans d'autres pathologies. Chez certains malades, on a vu qu'il s'était amélioré Très et bien. c'est là qu'on a commencé à l'utiliser. On va dire qu'en gros, 60% des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde sont contrôlés par ce traitement. Donc il est extrêmement important, il est disponible et il ne coûte pas très cher. Et 40% vont échapper à ce traitement. Ils ont des formes beaucoup plus actives, beaucoup plus sévères. Et donc, ils ont besoin de traitements plus forts. Oui. Donc, ce sont les biologiques. En fait, les biologiques ont vu leur apparition une fois qu'on a bien compris la physiopathologie de la maladie. Quand on a vu que ces cellules immunocompétentes sécrétaient des cytokines Oui. et que c'était elles qui étaient responsables de l'inflammation. Donc, on s'est mis à fabriquer des produits biologiques. Donc, ce ne sont pas des produits chimiques, ce sont des produits biologiques qui ciblent les cytokines pro-inflammatoires. Donc, on essaye de bloquer les cytokines pro-inflammatoires pour éviter cette cascade inflammatoire qui va arriver au niveau de l'articulation. Donc, c'est des traitements biologiques, c'est des traitements ciblés et intelligents et qui donnent quand même des résultats extrêmement intéressants pour les cas les plus importants. Oui. Et que penser des infiltrations de corticoïdes? Au fait, ça reste un traitement assez intéressant puisqu'on a vu que c'est un phénomène inflammatoire local, général, mais également local au niveau articulaire. Donc on peut, quand on a une articulation, on a un genou qui est tuméfié, ça vaut le coup d'aller injecter un corticoïde au niveau de l'articulation à la place d'aller augmenter des traitements par voie générale. Donc ça peut aider et faire passer un cap aigu au niveau articulaire. Mais on ne peut pas infiltrer toutes les articulations, c'est pour ça qu'il faut un traitement général. Et puis là, c'est un traitement d'un point en cas d'activité au niveau d'une articulation ou deux. On a bien compris, donc le traitement va être adapté à chaque cas. Tout à fait. Alors, il y a parallèlement à ces traitements médicamenteux, vais-je dire, d'autres techniques auxquelles vous allez faire appel. La chirurgie aussi, j'ai entendu parler, on pose une prothèse parfois. Quelle est la place de la chirurgie ? Alors la chirurgie, au jour d'aujourd'hui, on a de moins en moins recours à la chirurgie, vu le traitement qui sont de plus en plus efficaces, et notamment des biologiques ou des biothérapies. Maintenant, quand il y a une grande déformation, quand il y a un grand handicap, quand il y a une atteinte de la hanche ou du genou, là on peut aller vers le chirurgien, vers l'orthopédiste pour un remplacement prothétique, effectivement, donc pour des prothèses, que ce soit du genou, de la hanche ou ailleurs d'ailleurs. Bien, alors le traitement englobe les médicaments, parfois la chirurgie, et puis des aides et techniques diverses. Je vais me tourner vers vous, professeur Sadr Zarouk. Vous êtes professeur en physiothérapie, président de la Société tunisienne des rhumatisants. Alors, quelle est la place, par exemple, de la rééducation, de la réadaptation fonctionnelle dans la polyarthrite rhumatoïde ? Alors, la physiothérapie ou la kinésithérapie vient au moment où on est en dehors des phases aiguës, en rémission, D'accord. ou en phase muette. Il faut s'occuper des articulations, prévenir les déformations, prévenir la fonte musculaire Oui. et surtout, positionner les segments pour éviter la douleur. D'accord. C'est des positions fonctionnelles avec des moyens de contention ou des moyens tout simplement de mobilisation douce en infradouloureux et arriver à faire bouger l'articulation et la maintenir jusqu'à dépasser ce cap pour pouvoir être plus fonctionnel. Rééduquer aussi dans la phase aiguë mais en statique, en bougeant à peine l'articulation pour ne pas réveiller la douleur, pour ne pas se retrouver avec un grand déficit. Dans la phase aiguë, il faut être expérimenté, habitué à, normalement on forme des kinésithérapeutes dans le domaine de la rhumatologie et encore plus dans le domaine de la polyarthrite, dans tout ce qui est inflammatoire chronique, et ils ont l'habitude de prendre en charge les patients du début jusqu'à la fin. Même dans la phase aiguë, on va leur donner des conseils,
on va les assister à positionner leurs membres dans une position de fonction pour ne pas se retrouver avec des déformations au niveau des poignets, au niveau des doigts, au niveau des coudes, au niveau des genoux, en flexion du genou. D'accord. Il faut toujours chercher à préparer les articulations et les muscles pour que le jour où le sujet va se sentir mieux, il va être fonctionnel. Alors, des séances de kinésithérapie, des programmes d'activité physique, parfois même de balnéothérapie. Et La balnéothérapie, elle est très intéressante et on peut bouger dans l'eau, sachant que le corps est beaucoup plus léger dans l'eau que dans l'espace, qu'à sec. L'eau, elle est aussi chaude. Elle a plus que 20-25 degrés. La mobilisation est beaucoup plus aisée pour le malade. Et en plus, le milieu aquatique est un milieu qui s'y prête pour la mobilisation, pour bouger, pour entretenir un peu la musculature. Parce qu'un muscle qui ne fonctionne pas, il s'atrophie. Et là, on doit lutter contre l'atrophie musculaire, on doit lutter contre l'ankylose, la raideur articulaire et la peur d'avoir mal. Tout à fait. Sécuriser le malade pour ne pas avoir mal. Sécuriser le malade pour avoir moins de douleur. Sécuriser le malade pour qu'il puisse avoir confiance en lui et fonctionner à raison de 1 ou 2 fois de mobilisation par jour, 1 ou 2 fois de contraction statique par jour. Rien que de faire une petite contraction statique, ça maintient le segment ou l'articulation dans le cas de mobilisation. Alors, les patients vont souvent vers la kiné, mais ils vont peu vers l'ergothérapeute aussi. En quoi l'ergothérapie peut aider le patient ? Voilà, l'ergothérapie aussi est très intéressante et méconnue par le public, Oui. méconnue par les malades. L'ergothérapie a une place très intéressante. On va rééduquer par des moyens comme la vannerie, comme le tissage, comme l'argile, faire de la rééducation à travers d'autres moyens. Et par la suite, nous avons des gadgets. On utilise des gadgets pour faciliter la vie à ces patients, pour ouvrir une bouteille. Il y a des ouvre-bouteilles. Pour porter une casserole, il y a des ustensiles pour aider. On les fixe sur les casseroles, des moyens qui facilitent la vie de tous les jours aux malades et aussi qui sollicitent moins l'effort physique. Alors, et Au vous allez leur apprendre à adapter certains gestes, et puis je crois savoir, l'ergothérapie va aménager le domicile et l'environnement. On va voir le domicile aussi. L'ergothérapeute va suivre le malade chez lui pour voir comment il vit, comment il fonctionne, et il va aider son environnement, faciliter par des moyens techniques à être plus accessible au niveau de la maison. Heureusement, actuellement, avec les traitements dont on dispose, avec l'intérêt du diagnostic précoce, c'est vrai que 20 ans auparavant, la polyarthrite rhumatoïde, c'était un véritable drame. C'était des gens qui étaient complètement handicapés, déformés. Mais là, depuis 20 ans, je vais dire, depuis que les traitements sont disponibles, depuis qu'il y a de nouveaux traitements, on n'aura presque plus de malades handicapés à ce stade-là. Donc c'est des gens qui fonctionnent, qui travaillent. Il faut donner de l'espoir aux patients, justement, parce qu'actuellement, les traitements nous permettent de reprendre une vie tout à fait normale. D'accord. Tout à l'heure, professeur Sadr Zalouk, on parlait de la balnéothérapie, des bienfaits de la balnéothérapie. Donc j'imagine que vous pensez que c'est souhaitable, par exemple, de faire des cures thermales ou de thalassothérapie, ça peut faire du bien. Oui, mais en dehors de la phase aiguë toujours. Tout à fait, en dehors des poussées. Il faut s'éloigner de la période inflammatoire. Alors, est-ce que cette polyarthrite rhumatoïde est reconnue comme affection de longue durée par la CNAM? La question qui fâche. Oui, heureusement. Oui. D'accord, alors très bien. C'est l'une des rares pathologies rhumatologiques qui a droit à être intégrée dans le système APCI, donc maladie chronique. Les traitements sont heureusement pris en charge et surtout les biothérapies sont prises en charge par la CNAM. Il y a naturellement des critères, c'est des traitements qui coûtent excessivement cher. C'est donc à peu près 30 000 dinars par an. Oui, c'est à peu près 30 000 dinars par an, tout à fait. Donc c'est Ouais. assez cher et donc c'est réservé aux patients qui ont des formes assez actives. Donc il y a des critères qui sont établis par les rhumatologues et qui sont appliqués par la CNAM et on doit présenter des dossiers bien ficelés pour avoir l'accord. Généralement, on défend bien nos patients et on arrive à avoir nos traitements. Bien. Finalement, cette polyarthrite rhumatoïde, est-ce qu'on peut la prévenir? La prévenir, non. Mhm. Mais au fait, il faut tout mettre en œuvre pour faire le diagnostic le plus tôt possible.
Donc, pour tomber sur cette période de fenêtre d'opportunité. Donc, tout faire pour faire un diagnostic précoce, c'est dès qu'on a une douleur articulaire, essentiellement les petites articulations des mains, il faut des douleurs qui vous réveillent la nuit ou des douleurs qui vous donnent tout simplement une raideur matinale, une difficulté à bouger les mains le matin qui va durer quelque temps, une tuméfaction des articulations. Dès les premiers signes, il faut se poser la question, est-ce que c'est inflammatoire ou pas, et est-ce que c'est une polyarthrite ou pas. Et donc à ce moment-là, il faut tout de suite consulter, et il faut que votre médecin fasse l'impossible pour confirmer ou infirmer le diagnostic. Je pense que c'est l'étape la plus importante, et c'est là où on pourra faire des diagnostics très précoces et éviter d'arriver d'abord à des stades évolués et de déformation et d'arriver à des traitements assez agressifs. Et on le redit, un symptôme suffit pour nous alerter, on n'a pas besoin, parce que souvent dans la littérature, on nous dit il faut attendre et les réveils nocturnes, et les douleurs, et l'inflammation, c'est-à-dire si tous ces symptômes sont réunis, alors vous avez une polyarthrite rhumatoïde. Donc ne pas attendre de réunir tout ce tableau, et dès qu'on a l'un des symptômes, aller consulter quand même. Mieux vaut prévenir que guérir. Oui, il faut aller consulter pour avoir une confirmation. D'abord, il ne faut pas traiter en excès, il ne faut pas faire des diagnostics en excès, ni trop peu. Donc il faut avoir des critères, il faut que ce soit des gens spécialistes, des gens qui aient l'habitude de traiter ce genre de pathologie. Donc c'est important d'aller vers le rhumatologue pour savoir est-ce que réellement ces symptômes peuvent faire évoquer une polyarthrite ou pas. Donc je crois que c'est ça le plus important. Fais pas ci, fais pas ça. Fais pas ci, fais pas ça. Des gestes à éviter en matière de santé. Et tout de suite, notre fais pas ci, fais pas ça. Donc en tour de table, je vais vous demander de tirer la sonnette d'alarme sur des habitudes à proscrire en matière de santé, des conseils de prévention qui peuvent se rapporter à la polyarthrite rhumatoïde ou autre, mais toujours dans votre domaine de spécialisation. Donc chacun d'entre vous, à tour de rôle, vous allez donc dénoncer un mauvais geste, une attitude qui peut entraîner des conséquences graves pour la santé. Et moi, je vais commencer par vous poser une question. Par exemple, lorsque la douleur est là, peut-on calmer les douleurs par le chaud ou le froid? Qu'est-ce qu'on met? On met du chaud? Alors, je peux vous répondre. Oui. Donc, il s'agit d'une articulation qui est enflammée, qui est inflammatoire. Donc, les gens ont tendance à mettre du chaud. Oui. C'est faux. Il faut mettre du froid. D'accord. Une Donc, vessie de glace, une poche d'eau froide qu'on sort du congélateur, même des pois chiches qu'on peut mettre dans une petite serviette ou un sachet en plastique et la mettre sur l'articulation. Donc, c'est du froid. Donc bien clair, c'est du froid, même si c'est très désagréable. Donc on met une vessie Et ça change tout de froide. suite. Voilà. Et tout de suite, ça va se Oui. Le froid va recréer une vasoconstriction et tout de suite, la vasoconstriction passe en vasodilatation et on est beaucoup plus confortable après. Alors justement, votre fait passif, fait ça, professeur Sadr Zarouk. Alors pour moi, abolir les infrarouges. Parce que le premier geste de la plupart des kinés, on met sur le sujet sous infrarouge. Mhm. Peut-être pour gagner du temps, peut-être pour chauffer, parce qu'on ne sait oui. pas. Il faut éviter de mettre les sujets sous infrarouge. Pourquoi? C'est de la chaleur. D'accord. C'est de la chaleur. Mobiliser en douceur, en infradouloureux. Les mobilisations intempestives agressent l'articulation et augmentent l'inflammation. Toujours en douceur. Même si on ne fait que 2 minutes, c'est largement suffisant. On a bougé l'articulation, on a fait travailler les muscles en statique et c'est suffisant. Il faut le faire 2 fois, 3 fois. On travaille 5 minutes et on va voir autre chose. Par la suite, on revient au malade. On ne le triture pas pendant 30 minutes, 40 minutes. D'accord, donc mobilisation en douceur et pas d'infrarouge. Pas d'infrarouge. Pour moi, l'infrarouge ne doit pas exister. Vous parlez des polyarthrites rhumatoïdes, bien entendu, dans ce cas précis. Oui. Bien entendu. Professeur Limhajri, votre fait passif, fait pas ça. C'est surtout ne pas arrêter son traitement sans consulter son médecin. Et pourquoi est-ce que le patient aurait tendance à arrêter son traitement? Parce qu'il ne voit pas de différence? En fait, comme c'est une maladie chronique, le patient, quand il va voir son médecin, il a l'impression qu'on est en train de renouveler une ordonnance. Il a l'impression qu'on renouvelle toujours la même chose. Et au fait, le médecin, quand il voit son patient, il va l'évaluer sur l'activité de la maladie. Donc en fait, la consultation, au début, c'est des questions qu'on va poser au patient concernant son état de santé. Est-ce qu'il a mal? Est-ce qu'il dort bien? Est-ce que sa raideur matinale persiste ou elle a diminué? Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il y a de nouvelles articulations douloureuses? Donc il y a toute une évaluation qui se fait au moment de la consultation. Et à partir de là, on établit un score d'activité. Si la maladie répond au traitement et le score d'activité a baissé, on a tendance à ajuster le traitement par rapport à cet état.
Si le traitement est insuffisant et que le malade souffre encore, on va ajuster les doses et augmenter les doses de traitement. Donc en fait, il y a un ajustement à faire à chaque consultation et le patient ne voit pas ça. En fait, pour lui, on est en train de lui donner la même chose depuis des années. Donc il finit par prendre son traitement et rester chez lui. Il va chez son pharmacien du coin, il lui renouvelle son ordonnance et parfois les malades sont perdus de vue même pendant 2 ans. Et quand on leur pose la question « Comment vous avez fait ? Vous avez arrêté vos traitements ?» et ils répondent simplement « Non, c'est mon pharmacien qui me l'a renouvelé ». Et vous savez très bien que c'est des traitements qui ont des complications, les corticoïdes, le méthotrexate, il y a des effets secondaires, il y a des risques importants. Sans contrôle biologique et sans contrôle médical, ça peut être vraiment très grave. Et puis si on arrête le traitement, à ce moment-là, la maladie reprend de plus belle. C'est bien clair. Votre fait pas ci, fait pas ça, professeur Kawthar Ben Abdelghni. Alors je reste dans le cadre de la polyarthrite rhumatoïde et ça rejoint un peu ce que vient de dire Dr Hajji, c'est de ne pas s'automédiquer, surtout en ce qui concerne la corticothérapie ou la cortisone, que les patients appellent communément la cortisone, vu les effets indésirables, donc très très important, très fréquent, surtout si on ne respecte pas le régime alimentaire. Il y a le diabète, l'hypertension artérielle, les complications oculaires, complications sur l'os, l'ostéoporose et j'en passe. Donc il faut vraiment éduquer les patients pour qu'ils prennent la dose qu'on leur prescrit, parce qu'ils vont se procurer le médicament chez le pharmacien, donc il donne très facilement, surtout s'il le connaît, donc il va lui délivrer le traitement, la cortisone, et il va s'en procurer donc tout seul. Donc on n'insistera jamais assez pendant nos consultations sur cette automédication. D'ailleurs, on organise même de l'éducation thérapeutique dans ce but-là, en l'occurrence donc d'arrêter l'automédication, d'assurer une bonne observance du traitement. Alors l'éducation thérapeutique, en fait, c'est des ateliers qu'on organise pour un groupe de patients dans notre service à l'hôpital. Donc ces différents ateliers, chaque atelier a son objectif. D'ailleurs, Dr Hajji a participé avec nous dans ces ateliers-là. Que vous faites au sein de l'hôpital Mounjislim de la Marsala. Actuellement, oui, on est en train de les faire de façon mensuelle pour les patients ayant une polyarthrite rhumatoïde. Bien. Justement, ça comporte des jeux ludiques. Les patients après ils sont contents, ils sont satisfaits et ils arrivent à mieux comprendre la maladie, à mieux comprendre leur traitement, la fatigue. Il y a plusieurs sujets donc qu'on aborde pendant ces ateliers-là. Bravo. Fais pas ci, fais pas ça. Un autre fait pas ci, fais pas ça, professeur Rim Hajri. Les patients ne doivent pas désespérer. Souvent, on a affaire à des patientes, surtout des patientes qui sont jeunes, des patientes qui ont la vie devant elles, des patientes qui ont envie de tomber enceinte. Et souvent, on voit des patientes qui cachent leur maladie à leur conjoint, qui ne veulent pas dire qu'elles ont une polyarthrite rhumatoïde. Elles ne viennent jamais accompagner. Or, c'est très important. Il faut que le conjoint sache exactement de quoi souffre sa femme. Il faut qu'il sache qu'il y a des moments où elle est un peu fatiguée, il faudrait la décharger. Et surtout, ils doivent savoir que cette maladie, on la gère parfaitement bien, qu'on a actuellement, quand on annonce le diagnostic d'une polyarthrite chez une femme jeune, on lui donne de l'espoir. Et donc, il ne faut surtout pas désespérer. On peut, avec cette maladie, avoir des enfants. Maintenant, de plus en plus, les traitements qu'on utilise peuvent être maintenus au cours de la grossesse, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on essayait de stabiliser la maladie et autoriser la grossesse. Maintenant, on a des traitements qu'on peut garder tout au long de la grossesse. Donc, généralement, les grossesses se passent très bien. Donc, il faut vraiment garder espoir. Il faut que les gens sachent exactement que leur maladie est parfaitement gérable et qu'ils peuvent mener une vie normale, familiale, et qu'ils peuvent même avoir une carrière professionnelle tout à fait convenable tout en ayant leur pathologie. Donc je crois que le plus important, c'est d'y croire et ne jamais désespérer. Et ce sera notre mot de la fin. Merci, notre émission touche à sa fin. Merci à nos invités, le professeur Sadr Zarouk, professeur en physiothérapie, président de la Société tunisienne des rhumatisants, professeur Rim Hajri, past président de la Société tunisienne des rhumatisants, le professeur Kawthar Ben Abdelghni, professeur agrégé en rhumatologie à l'hôpital Mounjislim de la Marsa, secrétaire général de la Ligue tunisienne anti-rhumatismale. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, bonne santé à tous. Santé pour tous. Santé pour tous. Magazine médical, produit et présenté par Denis Echeouch.